Bonsoir, bonjour à toutes et tous. Du coup, on vient de Rouen, comme le disait notre collègue organisateur des meet-up. On est ici pour vous présenter du coup une conférence qui va parler d'un projet open source. On est en plein Oktoberfest, donc c'est d'occasion, et de comment choisir votre starter et vivre votre propre aventure avec ça. On va vous présenter du coup Start UI, et pour ça, moi je suis Johan, je suis lead développeur front au Bear Studio et également streamer. Voilà, vous pouvez me retrouver chaque premier vendredi du mois sur notre chaîne Twitch, et je suis accompagné. Du coup, je m'appelle Yvan, je suis lead designer et cofondateur du Bear Studio. Et des fois, je passe sur le stream quand il y a besoin de montrer où il y a des bugs. Non. Et du coup, Bear Studio, du coup, on est à Rouen, petit studio de développement. On est une vingtaine, voilà. Avant de commencer, petit disclaimer sur cette conférence, juste, enfin, l'objectif c'est qu'on va parler pas mal de choses. Il y a peut-être, enfin, on est à Lyon.js, donc il y a sûrement des gens qui connaissent déjà, qui ont déjà des opinions. Nous, là, le but, c'est de partager nos opinions. Donc, ça ne veut pas dire que ça sera forcément les vôtres, c'est pas grave. Sur la création de web app, donc on va pas parler de site internet spécialement, vraiment de site internet vitrine et autres éditorial. On va plutôt s'orienter web application, donc ça veut dire on va avoir moins de contraintes sur l'SEO, même si des fois on en a. Mais voilà, c'est le web applicatif aujourd'hui. Et du coup, il y a beaucoup de choses. On va pas rentrer dans la profondeur des choses, que l'idée c'est de survoler un peu tous les choix qu'on a fait par expérience. Et c'est plutôt une ouverture à la discussion et au projet sur ça. Alors, on va commencer par le langage quand même, faut bien commencer quelque part. Bon, ici, des choix s'offraient à nous. Ah bon, il y en a un troll, on va y revenir, hein, mais le premier déjà, bon, bah, c'est JavaScript. Le choix est vite fait. Ah bah, Voilà. Bon, j'en dis pas plus, hein, le choix est vite fait avec JavaScript, on va s'éviter des erreurs au runtime, donc on va essayer de les avoir avant, donc on va quand même choisir quelque chose qui est typé de préférence. Bon, bah du coup, langage typé, on peut avoir Rust. Bon, là c'est pour la vanne, hein, parce que à chaque fois, dès que je peux caser du Rust quelque part au boulot, je le case. Donc ah, voilà, c'est pour la vanne. J'ai pas le temps de le pousser, mais j'aimerais bien, voilà. Donc ça c'est vraiment pour la vanne. On va pas après mettre du Rust pour la partie front. pour la souplesse avec les clients, bon, pour l'instant on n'est pas, c'est pas encore assez mature, même si dans l'idée ça pourrait être cool, mais bon, Faire du web assemblé, tout ça, mais c'est pas le but ici. On parle de web app, on va pas faire des gros calculs. Donc bah là, le dernier choix, ça va être TypeScript, hein. TypeScript, bon bah globalement, la développeur expérience, voilà, si vous l'utilisez, vous savez de quoi on parle. Alors, sinon, je vais passer vite fait sur les points différents. On va forcément avoir tout ce qui va être autocomplete, hein. Les IDE le supportent très bien. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça va vous faciliter le refactoring, hein. Vous allez avoir du typage et tout ça, donc clairement, vous renommez une variable et tout le contexte de cette variable sera renommé. Enfin, bon, là-dessus, pas de souci. Et puis, bah, clairement, on va avoir quand même des bons catchs d'erreurs et de détection de nuls lorsqu'on utilise TypeScript. C'est quand même pas mal en mode strict à fond. Et puis, bah, clairement, pour le travail en équipe, c'est hyper balèze, hein. Le typage en soi rajoute quand même légèrement de documentation, donc ça aide aussi à la compréhension du code. Voilà. L'avantage de TypeScript, si vous avez peur, hein, au début, nous on avait peur, c'est que vous pouvez l'adopter incrémentalement. Vous pouvez totalement écrire du JS dans un projet qui a un petit peu de TS. Ça, il n'y a pas de souci. Vous le dites dans la config et ça marche. Donc, vous pouvez commencer avec du non-strict mode et tout ça. C'est ce qu'on a fait sur le starter. Maintenant, il est en full strict, mais le temps qu'on apprenne TypeScript, nous, pour le coup, on était en mode non strict et au fur et à mesure, on activait les différentes options pour bah, justement améliorer la strictness de TypeScript. Au niveau des migrations, bah, ça va faciliter la migration de votre projet, hein, de JS au TS. Vous commencez doucement et vous allez ensuite vers du typage bien plus strict. Et enfin, bah, vous allez pouvoir déclarer aussi votre domaine en soi, hein, avec les typages. Ça permet de mettre la couche la plus basse, de lui mettre des contraintes, et ensuite vous allez pouvoir en profiter si dans les vous couches un peu plus commencez par votre domaine, au moins c'est quelque chose qui vous donnera une une confiance dans vision. votre métier. Du coup, ça, c'est nous. Il y a quelques années, ouais, TypeScript, c'est de la merde. C'est record, je sais pas si c'est pour YouTube et tout, désolé. Euh, mais nous, c'était nous il y a quelques années. En fait, on a commencé à le voir, c'était avec la version numéro 2, qui était encore pas terrible en termes d'inférence de type et tout ça. Donc, il y avait des grosses frustrations. À l'époque, Ouais. les packages externes n'étaient pas typés, le TypeScript était
on se bataillait plus avec TypeScript qu'on se bataillait vraiment avec notre code. Et du coup, C'est ça ça. mettait en mode, bon, pourquoi j'irais mettre des types alors que je passe mon temps à contourner TypeScript? Et la communauté n'était pas là, donc C'était il forcément. y a maintenant quelques années. Mais aujourd'hui, voilà, si vous avez toujours, pour ceux qui auraient encore cette vision-là, parce qu'ils l'ont essayé il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, retester vraiment parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. L'écosystème n'est pas le même, la maturité de TypeScript n'est pas la même. Donc, dans le doute, si c'est pas le cas, bon, je sais que c'est Lyon.js, mais un jour, ça sera peut-être Lyon.ts. Bien script. Ouais. Donc globalement, là, nous, TypeScript, c'est fin de la discussion, hein. À chaque fois qu'on doit retourner sur des projets clients avec du JS, on est en mode «Mais pourquoi?» Et en fait, on s'éviterait tellement de soucis. Donc voilà, fin de la discussion, TypeScript. Ensuite, on va avoir le choix de la librairie front-end. Alors, il y en a plein, hein. Globalement, on peut citer Solid, Svelte. On va les mettre dans la même catégorie que Vue, hein, globalement, là, un peu. Commençons par Angular. Angular. Sorti en 2010, du coup, gros souci avec leur communication autour de la V2. Globalement, AngularJS, c'était très bien. Ça a vraiment débloqué tout cet écosystème de librairies et frameworks front-end, Mais ils ont apporté quand même quelques petites choses à l'écosystème. notamment TypeScript. Notamment TypeScript. TypeScript, qui est du coup le truc par défaut sur Angular. Et c'est ce qui a très certainement aussi aidé à propulser un peu TypeScript, hein, de ce côté-là, en termes de communauté, la petite alliance Google-Microsoft qui a fait plaisir. Ils étaient innovants, hein, globalement, ça on va pas se le cacher, du coup, avec justement les choix qu'ils ont fait. C'est un framework complet, voilà, donc vous avez le client HTTP qui est fourni, tout ça. Enfin, vraiment, ça vient avec tout, c'est un framework, c'est bien structuré, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est même très bien structuré, c'est un des gros Là-dessus, avantages. pas de... D'un projet à l'autre, vous avez la même structure. Bon, par contre, c'est là qu'on va le casser un peu, hein. On est là pour ça, hein. Oui, on va vous dire après ce qu'on est, hein. On a fait notre choix. Globalement, les inconvénients, les mises à jour d'Angular, hein. Globalement, de la 1 à la 2, on n'en parle pas parce que c'était au final un projet complètement différent. Mais bon, il y a eu des soucis au démarrage, hein. C'était autour de la 2, 3, 4. Là, il y a eu des Je crois qu'il n'y a même pas eu de quiproquos. 3. Ouais, c'est ça. Et en fait, Il y a eu la 2, la 4, la parce 5. qu'ils ont voulu mettre toutes les versions de leur paquet sur le même numéro de version, donc il a fallu qu'ils sautent la 3 pour faire ça. Et puis j'ai des souvenirs de migrer de la 8 à la 10 ou je sais plus quoi, et des breaking change dans tous les sens. Alors vous allez me dire, oui, c'est normal, c'est une majeure. Mais bon, là, ils ont une vélocité où tu te prends des majeures assez souvent, donc c'est quand même assez frustrant. Et du coup, ça, on l'a vécu. Parce que moi, à l'époque, j'étais sur un projet en AngularJS, donc là, le logique, c'était de monter en Angular 2. Bon, bah. Ça va être un gros framework. Globalement, il y a eu des soucis. Je ne sais pas s'ils sont toujours là pour le coup, mais Google a créé Bazel pour contrer les soucis de build, parce que ça prenait un temps fou sur des très gros projets. Va y avoir les histoires de modules et components. Nous, ça nous plaît pas, hein. Ça peut plaire à des personnes, ça peut mettre des contraintes. Lourdeur. Voilà. Nous, on n'aime pas trop ça. Globalement, moins de communauté, l'injection de dépendance et aussi l'apprentissage, forcément moins de communauté, donc moins de ressources pour apprendre l'outil. Ouais, Bon, c'est juste pour le troll, je sais pas s'il y a le réseau, mais c'est la documentation pour créer un composant. ouais, et du coup, voilà, faut le déclarer, mettre Ah le ouais. select. Il y a des gens tout. qui font du garde, désolé, vous avez sûrement trouvé ça cool, mais bon. Nous, c'est pas notre truc. Voilà, chacun sa façon de dev. Voilà, on va vous dire, nous, ce qu'on aime. Et ben on enchaîne avec Vue.js. Globalement, Vue.js, bon outil, hein, là-dessus. Globalement, en fait, s'il n'y avait pas eu React, on serait parti sur Vue. Voilà. Je vous spoil. Sorti en 2014 par Evan You, grosse communauté, hein, 203 castars. Les données sont pas forcément à jour, mais globalement, ça se tire un peu la bourre avec React. Ils sont au coude à coude à chaque fois au niveau des stars. Les avantages, là on va avoir un mix entre librairie et framework. Globalement, c'est sorti comme une lib au début, facile à intégrer. Puis au final, il y avait un paquet Vue Router. Ils ont décidé de le mettre fortement dans la doc pour dire qu'il était un peu plus officiel. Voilà, ce genre de choses. Voilà, un mix entre les deux. Léger, efficace, là-dessus, rien de plus à dire, hein, globalement, c'est le cas, ça marche bien, voilà, pas de souci.
Facilitate Migration, celui-là, C'est pour, ouais, si, ouais. à l'époque, si, bon, maintenant, il y en a moins, mais pour des gens qui feraient des applications, on est à Lyon JS, donc je pense que vous faites tous un peu de JS, mais pour ceux qui feraient des applications en PHP avec du Twig, etc., bah, c'est facile d'intégrer des petits bouts de vue. Ce qui n'est pas forcément le cas avec d'autres types React et autres, ça peut vite se marcher sur les pieds, Ouais. même si c'est qu'une librairie, alors que Vue, vraiment, vous intégrez des petits bouts de vue à droite, à gauche, ça marche Mm, très bien, et après, vous pouvez passer de plus en plus à de l'applicatif. ouais. C'est vraiment en termes de migration d'un projet qui ne serait pas Vue à Vue, c'est plutôt agréable. Mm. Là, vous prenez un projet Symfony sur lequel vous voulez un peu d'interactivité, passer de jQuery à Vue, ça se fait simplement. Vous Voilà. mettez le CDN, vous faites la logique, et puis globalement, Voilà. bon, voilà, il y Vous a n'avez pas moyen de trop de s'en prod. sortir très facilement et très rapidement. Ça, là-dessus, c'est plutôt cool. La syntaxe de Vue 3 aussi qui est très cool, hein. Moi, j'avais vraiment du mal avec la 2. La 3, beaucoup plus simple. Après, ça se rapproche un peu de React, hein, C'est cool. forcément, ça m'a aidé. Non, mais voilà, là-dessus, bonne syntaxe. Et puis, bah, quand même facile à apprendre. La documentation est très, Je pense que très, c'est très l'une bien des faite. meilleures documentations moi que j'ai lues et Ouais. surtout souvent localisée, donc en français. Alors moi ça me pose pas de problème, je parle anglais, mais qu'on a des juniors qui parlent peut-être moins bien et aussi en chinois et autres. Enfin voilà, je parle plus du français, mais on a vraiment une documentation qui est très simple et qui permet d'aller jusqu'au bout puisque ça fait un peu le framework. On a du routeur, on a des choses, on peut tout faire. On s'arrête pas juste voilà un composant et maintenant bisous. Mm. C'est ça. Voilà. Bon, par contre, les inconvénients, bah, c'est que ça va être quand même une syntaxe un peu moins intuitive, hein. On va avoir, du coup, pour déclarer un composant, la partie template, la partie JS, la partie CSS. Et bon, voilà, nous, ça nous frustre un peu. Ça va être un peu plus verbeux aussi, hein, quand on va faire un composant, qu'on veut le déclarer, il faut l'importer, le déclarer, tout ça, l'utiliser. Bon, voilà, nous, voilà, ça nous Je retarde un peu. travaille de temps en temps sur des projets vus, donc cette partie-là me titille. Mais... Ouais. Un des gros problèmes, nous, majeurs qu'on trouve, c'est vraiment qu'il y a et on avait fait les recherches encore il y a quelques mois pour un projet client, hein, et malheureusement, il y a toujours pas de très bonne, librairie de UI. Donc, Ah non. très souvent, on va se rediriger vers Tailwind et ajouter, des librairies headless, même si les librairies headless ne supportent pas encore complètement la V3 des fois, donc un peu frustré. Bah, forcément la migration V2 Vue 3, hein, la syntaxe change pas mal, donc voilà, pour avoir, bossé sur un cas client terrain, et tenter la Bah, surtout migration, que le moment où le Vue 3 est passé officiel sur NPM, il n'y avait aucune librairie UI mmh, qui était compatible V3. Donc c'était le choix entre du deprecated ou de l'alpha. ouais. Ce qui est très agréable pour faire de la prod. Euh, voilà. Et enfin, bah, du coup, je le disais, hein, c'est difficile de composer avec, hein, le component usage, bah, nous, ce qu'on aime, c'est beaucoup prototyper, donc on va vraiment faire un gros composant de base et puis après tout sortir. Bah, avec Vue, c'est beaucoup plus complexe parce qu'à chaque fois, il faut redéclarer les composants, et cetera. Vous Alors que pouvez faire du JSX avec plusieurs composants, comme personne le fait, ça veut dire que pour moi vous pouvez pas le faire, mais il y a toujours des gens qui disent ouais mais on peut le faire. on Ouais mais enfin tu mais trouves la documentation avec tous les exemples et puis quand tu as un problème. Donc on est preneur en d'en théorie c'est discuter. possible, mais dans les faits, voilà. Mais voilà. Donc là, globalement, bah, Vue.js, hein, on va avoir un composant ici, name component, qui prend une props. Et puis, bah, du coup, voilà, pour l'utiliser, bah, je suis obligé, du coup, bah, de l'importer, de le Et d'avoir déclarer, deux et fichiers, même ensuite, si c'est des et d'avoir deux composants qui fichiers. font deux lignes. Je peux pas mettre mes deux composants dans le même Voilà. fichier. Ce qui Voilà. est, enfin, ce qui est pas un gros problème tout le temps, mais des fois quand je veux partir, puis découper, puis découper, puis découper, bah en fait souvent le truc c'est soit je suis très discipliné et je le fais, Mhm. soit je me dis oh je le ferai plus tard. Et du coup, bah, on se retrouve avec des fichiers vus qui sont assez conséquents. Enfin, bah, on va parler de React, React.js du coup, librairie UI qui est sortie en 2013, sortie par Facebook, Meta maintenant, hein, on va pas aller. Faut qu'on mette à jour ça, mais voilà, C'était globalement, Facebook en 2013. c'était Facebook en 2013, tout à fait. Là, pour le coup, on a une vraie bibliothèque, même si ça tend à, Oui, allez, bon, mais à la base c'est une vraie, c'est-à-dire ça vous donne rien de plus que faire des composants. ça pour le Un peu coup, ouais. plus maintenant, Un petit certes, peu plus mais maintenant, ouais. Bon, bah, pour le coup, une grosse communauté, grosse popularité, ça là-dessus, on est quand même assez d'accord. L'intégration TypeScript qui se fait bien. C'est vrai qu'on n'en parlait pas de ça, hein, dans la partie vue, mais on a tenté la migration TypeScript, pareil, sur un c'est projet un vue projet. pour un projet Voilà, client. c'était Ouais, pas agréable. Hum, hum, Après hum. je pense que maintenant si on commence un Vue 3 en TypeScript, peut-être que c'est un peu mieux, mais Ouais, voilà, passer en TypeScript c'est voilà. une horreur. Ensuite, bah, du coup, la développeur expérience, hein, les components, voilà. Là, on a une vraie souplesse en termes de déclaration des composants. Et puis, ça va être très orienté JS. On n'apprend pas une nouvelle syntaxe. Si vous connaissez ES6 globalement, vous savez faire du React. Le JSX, d'ailleurs, c'est du JavaScript. Ce sont des React.createElement à chaque élément que vous mettez. C'est du pur JS derrière. C'est juste du sucre syntaxique, les JSX.
Ça va être efficace, hein, globalement. Enfin, c'est quand même sur pas mal de sites terrain, donc là-dessus, on n'a plus trop de doutes non plus, quand c'est bien codé, évidemment. Ça fait pas tout d'avoir une bonne lib. Et enfin, bah, du coup, React, hein, c'est un contrat. Et ensuite, vous avez les implémentations. React DOM, React Native, ce sont des implémentations. Et ensuite, bah, vous avez aussi des implémentations un peu plus custom, comme de la CLI. Vous pouvez faire du React en CLI. Très Tout marrant à à fait. faire. C'est sûrement pas Euh, la meilleure idée de le faire pour des vrais c'est projets, ça. mais c'est marrant à faire. C'est ça. Et du coup, c'est vraiment un contrat. Donc ensuite, bah, là, le render côté CLI, ça va juste render des choses dans le terminal. Voilà. Donc voilà, si j'ai Euh, besoin de faire 2 composants dans un fichier, bah, je le prends, je le sors, je fais 2 composants et j'ai pas besoin de voilà. réfléchir à une architecture supplémentaire, etc. Là, globalement, si le name component, d'ailleurs, il est exporté ici, mais ça n'a pas Mhm, trop de sens, s'il est utilisé que dans ce fichier-là, mhm. à plusieurs endroits, par exemple, eh ben, on n'a pas besoin de le sortir dans un autre fichier. Ça, c'est quand même bien pratique. Voilà. Bon, Après, bah, les inconvénients, c'est peut-être un peu trop de liberté, hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est bah, un là petit où peu trop de Angular, liberté. 2 projets différents, vous savez où vous mettez les pieds, 2 projets React, ça peut être le jour et la nuit. Et c'est très dur du coup d'avoir vraiment les mêmes conventions, quoi. Ouais, Et c'est vrai. ça, c'est un gros inconvénient. Ouais. Mais que c'est une liberté. Et puis globalement aussi dans les inconvénients, bah, c'était la migration vers Rec 18. Il y a eu quelques petits quiproquos, notamment côté typage aussi, hein. Il y avait eu des petits problèmes de ce côté-là, mais ça s'est Ouais. vite réglé. Ça Euh, peut être marrant quand les use effects se lancent 2 fois, alors que depuis le début ça se lance qu'une seule fois et ça le fait qu'en dev, en donc on mode comprend dev, pas. ouais. En Il a fait, fallu un petit temps d'adaptation pour le comprendre, maintenant la c'est ça. communauté est là, mais on peut pas dire. Jusque-là, en fait, jusqu'avant la 18, franchement, les migrations React, on n'avait jamais eu aucun souci. Ouais. Là, on va être honnête, il y a eu des petits bugs. En fait, React, c'est une lib où la lib tourne en bêta sur Facebook, hein. Ils bêta-testent leur truc sur Ouais, leur site à eux. Ils et font oui, du j'ai les bonnes dogfooding. conventions. Et là-dessus, on est assez serein en général sur les nouvelles versions de React. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, le choix se porte sur React en termes de front-end library. Du coup, après, bah, une fois qu'on a React, on veut pas tout réinventer. Du coup, faut partir sur un espèce de framework, en tout cas quelque chose pour builder, pour builder React, parce que c'est pas out of the box comme ça. Du coup, on a 4, il y en a bien plus, mais bon, on va parler des plus gros. On a du coup Create React App, Vite, Remix et Next.js, même si les 2 premiers ne sont pas vraiment des frameworks, mais enfin, c'est quelque chose que vous avez besoin quand même un moment pour builder. Donc pour Create React App, bon, déjà avant, juste, je pense que peut-être la plupart connaissent les termes, mais on va remettre des petites définitions sur tous ces termes barbares qui sont pas si compliqués que ça, mais Mais on les voit juste, partout. on les voit partout et ça permet de mieux comprendre en fait le pourquoi du comment. Du coup, l'idée, c'est de parler un peu de comment on rend les composants. Alors, on n'a pas intégré la partie React Server Components parce qu'encore un peu fraîche, on va dire. Fraîche parce que du coup, c'est quand même sur de la Canary. Certes, c'est dans Next.js, mais c'est du React Canary derrière qui est intégré. C'est juste que Next fait une belle coquille autour, mais les actions, par exemple, ne sont pas stables, etc. Donc, on va parler de production aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que dans 6 mois, on ne changera pas et on ne rajoutera pas. Mais voilà, juste pour information, on va parler du du avant React Server Components sur cette partie-là. Du coup, juste sur client-side rendering, globalement, on demande au serveur un fichier HTML vide, on obtient un fichier HTML vide, ensuite on charge du JavaScript, ensuite du coup on a des composants vides qui s'affichent et ensuite, souvent, c'est souvent le cas le plus commun, on va appeler une API pour récupérer la donnée. L'avantage c'est que la donnée, elle peut être en fonction de l'utilisateur sans aucun problème puisqu'elle est l'API. Par contre, du coup, tout se passe côté client. Ce qui n'est pas un problème, attention, hein. En fonction des cas d'usage, ça peut être bien. Dans certains cas, ça peut être embêtant. Mais du coup, on va voir un peu tous les cas. Le server-side rendering, aka the new PHP, vous avez tous peut-être déjà fait un autre langage qui fait du rendu côté serveur. C'est le même principe, c'est que bah, quand j'appelle ma requête, là c'est le serveur qui se charge de construire ma page et de la renvoyer à l'utilisateur avec un tout petit twist qui s'enlève avec les React Server Components, mais qui est présent quand on fait du React classique. On a une phase d'hydratation qui permet sans développeur expérience coût, parce qu'il y a un coût côté client, mais il y a un coût côté navigateur, mais d'écrire du React et d'avoir du React interactif en sortie pour ça. Ça demande un peu plus de charge côté serveur, donc il faut avoir des serveurs qui tiennent un peu mieux, mais ça fonctionne aussi relativement bien. Dans certains cas, le truc, c'est qu'avoir soit une page blanche, soit attendre que mon serveur réponde avec de la donnée, c'est bien quand je vais avoir de la donnée personnalisée, connectée et autres. Mais dans certains cas, je vais peut-être vouloir avoir 1 ou 2 pages en référencement. Donc, on a dit qu'on parlait principalement de web app, mais des fois, dans le projet, il y a besoin d'exposer, je sais pas, un leaderboard de façon publique qui soit un minimum référençable sans avoir à sortir une stack complète.
ou alors écrire une page about ou une mention légale ou un truc comme ça. Voilà, c'est des petits trucs assez simples, mais qu'on va pas vouloir appeler une API pour récupérer le contenu, etc. Du coup, le static site generation, le principe c'est qu'au build, donc là plus au niveau de l'appel, mais avant, au niveau du build, je vais générer mes pages HTML avec du JS à côté, fichier JS. Et après, je peux déployer ça sur un serveur statique. Pas besoin d'avoir un serveur Node qui tourne, je déploie ça sur un serveur statique. Et là, quand le client appelle, bah, il a automatiquement la page instantanément avec le contenu et il a la phase d'hydratation. Alors attention, ça marche que pour la donnée qui va être généraliste, hein. Si vous faites ça sur un compte utilisateur, bah, il n'y a que l'utilisateur qui est dans la CI qui va, ouais, tout le monde va avoir ses données, ce qui est impossible à faire, mais bon, ça ne va pas servir pour ce genre de cas. Et le dernier truc un peu marrant, mais qui nous sert sur certains projets, c'est le ISR. Et c'est pas la station spatiale. C'est un peu comme le Static Site Generation, c'est-à-dire que je vais builder lors de ma CI certaines pages. Je suis pas obligé de faire toutes les pages. Parce qu'en fait, l'idée, donc, si les pages, je les connais déjà, je vais les builder. Si je les connais pas encore, je vais pas les builder. Et je vais avoir un serveur Node. Si la page existe déjà, en fait, automatiquement, l'utilisateur va la récupérer. Et du coup, va avoir cette phase d'hydratation parce qu'on reste avec React. Si vous avez server component, vous enlevez cette étape-là. Et en fait, en background ou à la première requête, si la page n'existe pas, en fait, le serveur Node va s'appliquer et ou de temps en temps va s'appliquer. Par exemple, comme je disais, vous avez un leaderboard public, bah, vous n'avez pas besoin de le mettre à jour à la seconde près dès que quelqu'un récupère. Donc, vous pouvez le mettre à jour toutes les 10 minutes, par exemple. Mais à chaque coup que quelqu'un va appeler, vous avez un fichier statique, vraiment 100% statique qui va être disponible et ça va répondre instantanément. Du coup, en termes de SEO, en termes de rapidité, c'est pas mal. Donc, en fonction des cas, il n'y en a pas un mauvais, mais on va pouvoir choisir en fonction des différents cas. Du coup, CRA, Create React App. Bon, bah déjà, c'est que du client-side rendering. Vous pouvez faire que ça, il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de notion de serveur, donc c'est pratique pour mettre 100% sur du statique. Après, il y a un petit autre problème, c'est que le projet est complètement mort et globalement, ne faites pas ça, ne commencez pas un projet aujourd'hui avec Create React App, c'est une vraie erreur. Du coup, si vous vous dites Create React App, j'y vais, bah non, partez sur Vite. Vite, qui est pas mauvais, qui est vraiment très bon. Par contre, par défaut, c'est client-side only. Donc ça veut dire que du rendu côté client. Alors en vrai, c'est faux. Il y a des plugins pour pouvoir faire du server-side rendering, etc. Mais sauf si vous voulez créer votre propre framework et passer, et ça peut être très marrant. Si vous voulez aller vite, bah, globalement, c'est quand même fait pour du client-side. Donc ça veut dire des choses. Tout votre projet va être rendu que côté client. Ce qui n'est pas forcément tout le temps gênant. Si c'est une contrainte, c'est bien. Mais des fois, ça peut être pratique d'avoir quelques variations quand le projet évolue surtout. Remix, la communauté est un peu plus, mais pas si grande que ça. Le projet est cool. Ils avaient une approche qu'ils ont pas mal changé, mais qui est quand même, faut un serveur. Si vous n'avez pas de serveur, globalement, c'est vraiment prévu pour avoir un serveur qui tourne en permanence. Et du coup, nous, la contrainte qu'on avait, c'était vraiment, bah, certains clients veulent pas spécialement un serveur qui tourne en permanence. Ça évolue, on pourra en discuter autour d'une bière, mais, mais voilà. Donc, pas trop mal, mais bon. Et puis après, ils ont été rachetés aussi par Shopify, ce qui leur a donné un bon gros good boost qui devrait, je pense, augmenter la communauté, et ça, c'est cool. Et du coup, après, le dernier, qui est un peu le choix par défaut, mais bon, qui a un avantage, c'est que Next.js, en fait, tous ces termes barbares, bah, il va pouvoir le faire page par page. Ça veut dire que vous allez pouvoir prendre une décision de faire toute une partie côté client, et après, en fait, bah, à certains moments, sortir de ça pour faire juste du statique, soit un peu de serveur complet, ou alors bah, faire le fameux ISR qui, dans certains cas, est vraiment plus pratique que du static site quand on fait build 3 ans avant des choses. Et donc voilà. Du coup, niveau développeur expérience, ça reste quand même fast. Alors, fast avec des grosses guillemets, parce que les dernières versions, bon, faut mettre à jour les dernières versions maintenant en permanence pour gagner en rapidité, parce que depuis la 13, il y a eu des... Bon, on a perdu un peu, mais ça revient, ça revient. La migration TS, si vous avez fait une erreur, heureusement maintenant le starter Create Next App est en TS, mais c'était pendant longtemps il ne l'était pas. Mais vous mettez un fichier TS et il fait tout pour vous. Et ça, je vous assure qu'en vue, vous ne l'avez pas. Il le voit tout seul, ouais, il vous crée votre fichier de config TS, c'est quand même pas mal ça. Ouais, et dans Next,
sûr, ça y est pas. Ouais, sûr, ça y est pas. Et vous avez, quand vous avez besoin à des moments quand même de partir un peu sur des éléments de SEO parce que vous avez toute une app, etc., connectée avec des choses, mais à un moment, pas de chance, le client change et il se dit, ah bah non, mais moi je voudrais quand même, bah vous pouvez quand même avoir des choses avec des composants optimisés d'images, de scripts, de fonte, et là vous pouvez quand même paraître assez pro en SEO, même si vous êtes vraiment nul. Et c'est facile à apprendre au début. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas compliqués, mais au début, vraiment, créer une page, c'est créer un fichier avec un composant React dedans et je peux créer ma première page. Ça ne veut pas dire qu'après, vous n'allez pas rencontrer des trucs fun, mais de base, ça reste simple à apprendre. La communauté, bon, qui est la plus grosse, voilà, bon, ça, les trucs ont peut-être quelques 2-3 mois de retard, donc on va pas vous les mettre, vous allez regarder, mais voilà. Et Next a un autre avantage, du coup, quand même, dans le cas où vous voulez partir full stack, bah, vous pouvez faire du 100% serveur, là où sur du vide, vous pouvez faire des API, vous pouvez faire, ce qui est pratique, c'est que vous avez tout un front, et puis finalement, en fait, bah, il faut faire un webhook, et là, le prestataire qui fait l'API comprend rien et du coup vous avez juste un truc à faire et vous pouvez envoyer à son API les informations et vous n'avez pas leaké vos informations côté client juste pour faire ça. Vous pouvez faire un truc. Donc ça pratique. Et après si vous voulez aller vraiment au full stack, vous pouvez aussi le faire. Donc c'est pratique. Voilà. Après, voilà, la migration server components, ça peut apporter beaucoup de charges cognitives. C'est pas que les server components sont compliqués en tant que tels, c'est juste que du coup quand on vient d'un monde 100% React côté client, c'est un paradigme à switcher et ouais, il y a plein de trucs en fait, ça change vraiment la vision des choses et c'est pas que c'est pas stable, c'est quand même l'écosystème en train de se l'approprier. Et les routeurs, oui, mais bon, déjà, il y en a deux. Donc déjà, quand vous cherchez des choses, maintenant, il y en a deux. Il y a le page router et le app router. La documentation, il faut bien apprendre aux personnes qui vont utiliser de bien utiliser le petit switch en haut à gauche entre les deux. Parce que sinon, et pareil, il y a même un petit truc marrant, c'est quand vous faites un use router, bah, faut bien choisir si vous êtes sur la version, c'est soit router, c'est Next router ou Next navigation, l'import est le même. Mais si vous vous trompez, bah, vous passez des heures à débugger. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pas tout beau, tout rose, mais ça reste quand même le meilleur choix. Donc là, effectivement, ouais, pour les frameworks, on est parti sur Next. Bah justement, parlons-en du Next Router. Hein. Déjà, pas mal de choses ont été dites, hein, mais là, globalement, je veux bien que... Donc voilà, on en parlait, hein, la V2 à la V13, un dossier page, un dossier app. Les deux fonctionnent à peu près pareil, hein, c'est du file system router. Le premier, globalement, on met un dossier, on met un index.tsx dedans et ça nous crée la page. Bon, le deuxième, là, on va créer un dossier, on va mettre un page.tsx. Ah, Ouais. et puis un layout aussi. Bon, c'est quand même pratique, la V13, Ouais, honnêtement, on va pas se le cacher pour mettre les layouts. On n'avait pas ça sur la V12, il fallait faire des composants. Et à chaque fois, mettre les différents layouts dans les différentes pages. Là, pas besoin vraiment, hein. Le layout va englober la page, ce qui est pas Le seul layout pratique. partagé que vous aviez, c'était celui-là. Ouais, Et voilà. Après, c'était bisous, il n'y avait que le underscore app. Là, ils ont les layouts différents, donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi des conventions de nommage, justement, pour les parties erreurs, loading, ce genre de choses. Bon, voilà, ça fait des nouvelles choses à apprendre, mais pour le coup, les conventions sont plutôt bien foutues. Enfin, on trouve. Voilà. Le problème, par contre, c'est que la V12 et la V13, on ne peut pas faire de SPA. Et nous, pour Start.UI, pour nos clients, pour ce starter-là, en fait, la majorité, c'est des SPA. C'était, on en parlera. C'était des SPA, donc sur le choix de ce côté-là, côté starter, c'était vraiment une contrainte. Donc la V12, ok, alors on a choisi Next, mais du coup, comment on va faire ? On va y revenir. Mais donc voilà, comme je disais, pas de layout, et puis la V13, toujours quelques petits soucis de performance, qui s'améliorent, mais c'est vrai que les sorties de la V13, vous avez des problèmes quand vous avez des retours, la page rechargée, etc. Enfin, ça a été amélioré, mais ils ont sorti ça en stable. Vitesse. Soyons Vercel, ils sont cool, mais ils abusent un peu des fois. Des fois. Mais c'est bien, ça s'améliore. Hein. Au moins, les gens vont dessus. Globalement, le Next Router, vous avez toutes ces fonctions de rendu qui vous permettent d'avoir quand même des sites web et du SEO qui est pas mal, quoi. Enfin, la partie SPA, effectivement, vous allez avoir côté rendu client. Google arrive des fois à voir ce genre de choses, mais c'est bon, autant optimiser un maximum de ce côté-là. Donc là-dessus, Next Router, c'est pas trop. Pour les parties publiques, etc., c'est bien, mais ça change. Mais avec les contraintes qu'on avait des fois statiques.
Je vais passer rapidement sur le TanStack Router parce que globalement, c'est pas frais. C'est pas frais, mais globalement, la stack, TanStack, tous les outils sont vraiment bien pensés et bien faits. Le gros inconvénient de tous les outils de la TanStack, c'est que c'est framework agnostique. Donc, que vous passiez d'un projet React à Vue et que vous utilisez les mêmes bibliothèques, vous allez vous y retrouver. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ils font un travail de fou pour tous les outils TanStack. On parlera d'un autre outil TanStack juste après. C'est vraiment pas mal. Bon, le problème du TanStack Router, c'est que c'est un peu trop early. Par contre, dès le début, c'est pensé TypeScript. Donc, il y a le typings des routes. On déclare des routes et on a le typage un peu partout. Notre composant link, il aura les routes qui sont disponibles. Ça, c'est quand même assez cool. Derrière, on va pouvoir générer du statique complet, hein, avoir justement cette partie single page application. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Mais bon, on va le mettre de côté parce que vraiment trop early. Trop early. Je crois que la V1 n'est même pas sortie de TanStack Router. Mais pour l'avoir essayé, c'est quand même, il y a des bonnes idées. Et du coup, la partie React Router, bon, bah, il y a la single page application, ça c'est chouette. La partie React Router, globalement, on avait commencé en V5 et là, on arrive en V6. Les problèmes, par contre, c'est que. Alors, oui, du coup, pardon. On peut faire des layouts. Pardon, on peut faire des layouts, ça c'est trop bien. On peut avoir les routes imbriquées, avoir des layouts et tout ça. C'est ce qu'on veut. On veut faire de la web app et partager des layouts. Donc, ça, c'est pour ça qu'on a rajouté une surcouche React Router dans notre partie Next. Et ouais. Pour avoir la partie single page application et les layouts. C'est aussi un gage de qualité. Hein. C'est un des routeurs les plus utilisés dans le monde React pour la single page application. Là, ça arrive un peu plus côté serveur parce que c'est la team de Remix qui est derrière. Donc, ils ont fait une fusion de Rich Router et de React Router DOM et ça a donné React Router V6. Bon, le problème, c'est que là, on a 2 routeurs dans l'app. Du coup, ça solutionne nos problèmes. Mais ça solutionne nos problèmes. On peut faire un export statique et avoir la partie single page application. Et on peut aussi, si un client le demande, retirer cette partie-là. C'est l'avantage du starter, c'est que dès que vous voulez pas d'une partie, normalement, on fait en sorte que ce soit assez simple à retirer. Maintenant que la version est stable et surtout qu'on se rend compte que nos clients commencent à être de plus en plus matures, on y réfléchit. Voilà. Mais c'est un projet open source, ça évolue tous les jours. C'est ça. Du coup, React Router, ouais, bon, voilà. Donc là, il y a les deux. Il y a les deux et voilà, on est en train de réfléchir à la suite. Du coup, c'est bien, on a fait plein de choses. Maintenant, il faut faire du joli. Et ça, c'est souvent le plus dur. Du coup, il y en a 3, par exemple. Du coup, Material UI, Tailwind CSS et Chakra UI. On va vous présenter un peu les différents avantages et inconvénients. Du coup, Material UI, CSS in JS, qui a l'avantage d'être ultra souple. Le CSS in JS est beaucoup plus souple. Par contre, vous avez le coût runtime. Après, pour une app, une web app, etc., pour tout ce qui va être B2B, etc., c'est pas très grave, mais il faut en avoir conscience qu'il y a ce coût-là. Sur du SEO, c'est clairement une mauvaise idée. Mais voilà, donc ça a un coût, ça a des avantages, des inconvénients, sachant que l'écosystème essaye d'aller de plus en plus vers justement le CSS pur avec no runtime, avec du CSS in JS sans coût. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. L'avantage de Material UI, vous avez besoin de faire une web app. Vous avez beaucoup de composants qui sont faits pour des web apps. Et ça, c'est agréable. C'est vraiment agréable. Dans plein de cas. Après, ça vient avec le look matériel qui vient de Google. Et bah, du coup, vous suivez un peu la tendance Google. Alors, je sais que la team Material UI essaye de se détacher de ça en ayant 2 versions, une version stylisée, une version pas stylisée. Mais on voit déjà que c'est problématique. Et du coup, bah, s'il y a des moments où vous êtes mis à jour, vous changez l'expérience de complètement de votre app. Donc, si vous faites une app dans l'écosystème Google, vraiment, ça peut valoir le coup. Si vous le faites pas, bah, c'est pas fou. Et voilà, donc c'est un peu la galère, surtout que le dernier matériel est vraiment particulier et très bien pour Google, mais un peu plus compliqué. Mais voilà, donc vous êtes lié à Google. Et puis c'est un peu compliqué à customiser. Donc non seulement parce que leur CSS in JS, c'est pas. Encore une fois, je pense qu'ils ont amélioré pas mal de choses, mais moi d'expérience, c'était quand même pas toujours agréable d'aller bidouiller dans les trucs. C'était un peu du CSS comme ça, en mode j'essaye de pointer les trucs pour. Ça reste du CSS in JS, mais j'essaye de pointer au hasard un peu les choses en regardant le DOM pour essayer de mettre à jour le style. Et surtout, la grosse verrue dans le truc, c'est que ça se voit très vite si vous avez mis un composant qui vient pas de Material UI et que vous avez essayé de le styliser de la même façon. Soit vous y avez passé une semaine et c'est nickel, soit vous y avez passé 2 heures et ça se sent qu'il n'y a pas la petite animation, il n'y a pas le petit effect, etc. Donc c'est assez désagréable parce que ça permet d'aller moins vite pour des petits effets qui sont certes sympas, mais bon, voilà, quand vous passez une semaine pour faire un input juste parce que l'autre le faisait pas, c'est un peu galère. Du coup, Tailwind CSS,
L'avantage, c'est que c'est du pur CSS. Donc là, c'est vraiment en framework agnostique et vous avez un gros écosystème, etc. Et pas de coût. C'est fait, c'est super malléable. Vous pouvez vraiment faire tous les designs que vous voulez. Vous n'êtes pas contraint à un design. Vous pouvez customiser ça comme vous voulez. C'est vraiment fait pour faire du design system. Vous avez toute la notion de token, etc. Donc ça, c'est vraiment, en étant designer moi-même, c'est vraiment, enfin, c'est ce qu'on va retrouver quand on va faire nos fichiers en Figma, etc. Et du coup, ça, on va vraiment être granulaire là-dessus. Donc c'est vraiment cool. Il y a une grosse communauté. Moi, j'appelle ça le nouveau Bootstrap. J'adore Tailwind pour faire des sites. Mais c'est le nouveau Bootstrap. Voilà. Avec le petit avantage, c'est qu'on peut faire des styles un peu différents quand même, alors que le Bootstrap était. Mais ça va être l'écosystème qui va avec. Du coup, par contre, bah, si vous voulez des composants qui a juste ne serait-ce qu'un bouton, bah, vous n'en avez pas avec Tailwind CSS parce que c'est très bas niveau. Donc, vous allez avoir des choses. Donc, il y a Tailwind UI qui est une version payante qu'on a, qui est très bien. Mais c'est des exemples de composants, c'est du design, c'est pas des composants prêts pour la prod. Vous avez juste un gros blob avec tout le truc, et puis après, c'est à vous de mettre les props, les choses, etc. Il y a un exemple en React, mais il va falloir faire la logique vraiment pour que ça soit des vrais composants réutilisables. Donc c'est très cool en termes de design, c'est vraiment, bah, c'est des bons designers. Mais c'est pas vraiment, voilà, là vous avez une grosse phase à faire joujou avec. Du coup, vous n'avez pas de composants out of the box interactifs, donc vous allez devoir le combiner avec une librairie, ce qu'on appelle Headless. Donc ils ont Headless UI, qui est très bien pour faire du site, parce que très petite et très peu de composants. Moi, j'ai un pour faire du site web, vous n'avez pas ça. Pour du web app, en général, il va manquer quelques composants. Du coup, Radix UI et AriaKit, deux grosses librairies, que vraiment, vous pouvez aller dessus, c'est vraiment très agréable. Mais il faut avoir le temps de reprendre les trucs, de mettre le style et pour faire un bouton, pour faire un drop-down, c'est bien, mais c'est un peu galère. Il y a un nouveau, donc on l'a pas essayé en mode prod parce que encore assez récent, ça s'appelle Shadcen UI, qui mixe tout seul Tailwind CSS et Radix UI. Donc ça c'est vraiment cool parce que vous avez plus ce côté, bah, je dois refaire un simple bouton. Il y a toute une CLI en fait où je peux récupérer les composants, mais ouais, par contre je récupère les composants. C'est pas quelque chose que un package NPM que je vais installer, je vais récupérer. Donc ça c'est bien et pas bien. C'est bien parce que du coup je vais pouvoir tout faire au look que je veux. Par contre, ça veut dire que maintenant, c'est vous qui own the code, c'est à vous, c'est votre code. Donc, si vous n'avez pas compris comment ils ont fait, bah maintenant, c'est à vous. Alors, il y a une CLI pour mettre à jour, etc. Mais voilà, je pense que c'est bien. On ne l'a pas testé sur un projet qui va vraiment en prod, donc je n'ai pas un vrai retour là-dessus. Mais c'est quand même cool si vous voulez vraiment absolument faire du Tailwind et du React. Moi, je partirais vraiment là-dessus. Donc pourquoi pas, mais encore un peu bidouille, quoi. Et du coup, Chakra UI qui est par contre, donc a un coût, c'est du CSS in JS avec un coût de runtime, donc ça peut être embêtant si vous voulez faire une app ultra performante pour faire un jeu, etc. Ça va être embêtant. Sachant qu'ils travaillent sur Panda CSS, etc., qui sont le même concept derrière, mais sans ce coût au runtime. Mais aujourd'hui, Chakra, ça fonctionne très bien. C'est le même esprit. C'est pas basé sur Tailwind, mais c'est le même esprit que Tailwind. Donc c'est vraiment ça. Vous avez le même niveau de granularité qu'un Tailwind, et ça c'est agréable. Vous avez le même système de tokens, de design, etc. Donc ce qu'on aime. Tous les composants sont par défaut. Donc il y en a pas mal. Il n'y a pas tout. Il y en a moins que dans Material UI, mais ils sont pas mal. Et ont tous une notion d'accessibilité. Et ça, merci. Même dans la documentation, sur des choses, ils viennent documenter sur les focus traps, etc. Et ça, merci, parce que c'est vraiment très agréable de pouvoir partir sur une librairie qui s'en moque pas de cette partie-là. Et c'est, de base, c'est de la composition. Pour ceux qui jouaient au Lego ou pour ceux qui jouent à Minecraft ou qui jouent à Minecraft, moi j'ai le même sentiment, c'est le sentiment de faire des petits blocs et je joue avec, quoi. Et ça, c'est très agréable parce que ça permet beaucoup de personnalisation. J'ai pas un gros composant où je passe 500 props et j'espère qu'il y a la props qu'il me faut. Et le prototypage, encore une fois. Et le prototypage, voilà, c'est là je vais aller de plus en plus. Et surtout, j'ai pas le composant que je veux, je peux réutiliser les petites briques déjà pour créer mes propres composants. Donc Chakra UI, nous, pour l'instant, des fois on regarde sur Tailwind, etc. Mais à chaque fois, on a la vélocité qu'on a avec Chakra UI pour avoir des choses accessibles, customisables, parce que tout le thème est customisable, etc. C'est reste le meilleur aujourd'hui pour nous. Bon, du coup, là, on commence à avoir une belle stack déjà pour notre starter. On va rajouter un petit truc quand même pour récupérer les données et les gérer, pas se compliquer la vie.
Oh, prenons le premier, on va se compliquer la vie. Use state, use effect, faites Ne plus faites ça. pas ça Faites plus à la ça. maison, ceci n'est pas production Ça, ready. c'est dangereux, ça. C'est dangereux parce que bah, Oui, c'est là, vous gérez pas d'état de loading, donc déjà, ça va être tout dégueulasse. Enfin, non, faites plus ça, faites Ça, plus. ça va se lancer 2 fois en dev, ça va se lancer Ouais, en plusieurs dev, fois si le composant. Enfin, bref, en dev ne c'est faites pas ça. trigger 2 fois. Enfin, non, faites plus ça. On passe à la suite. Faites plus. Là, on va parler de SWR. C'est une petite bibliothèque créée par les créateurs de Next. C'est les gens de chez Vercel qui ont fait ça. C'est basé sur une RFC, Stale While Revalidating. En gros, tant que la donnée elle est fraîche, elle sera disponible. En gros, là, vous récupérez pour la première fois la page users. Ça va récupérer vos données. Elle les a pas encore. On les a pas encore, donc on fetch la data. On a nos données. Cool, super. Je vais sur une autre page, la page About. Celle-ci, bon, bah, c'est des données en dur, hein, pas de problème. Pas de fetching à faire. Et je reviens sur mes users. Et ben, j'ai déjà de la donnée qui est prête. Je me reprends pas l'état de loading. Et ça, c'est cool. Le truc, c'est que la donnée, elle est peut-être pas fraîche. Donc derrière, il va quand même faire un petit fetch. Et hop, il me met à jour la data. Donc ça, c'est cool. En termes de user experience, c'est quand même Si vous assez chouette. avez un API qui est lente, bah, Ouais. avec ça, les utilisateurs ont l'impression que ça va. Que ça va, et ils peuvent faire des choses. Là, c'est juste dans leur listing de 3 users. Bon, bah, il y en a un qui s'est rajouté. Et s'il voulait faire une action, c'était sur les 3 qu'il avait vus. Donc, il pouvait déjà Voilà. commencer à faire ses trucs. Il n'y a pas de Voilà. Et souci. si un utilisateur a été supprimé par exemple, bon bah voilà, la liste va se mettre à jour parce que les données sont là. Donc vous avez ce petit temps. Mais sur des listings, des fois, par exemple, d'users qui vont pas changer à la seconde, et ben en fait, vous allez voir un user, vous allez rentrer dedans, vous ressortez. Bah, vous n'avez pas reloading Ouais. complet. En plus, en termes d'accessibilité, ça vous permet de garder le scroll quand vous faites un Ouais, back ça. parce que du coup, la page n'a pas changé de taille. Donc, vous retournez à l'endroit dans la liste. Et ça, En c'est termes agréable. de user experience, vraiment, c'est que du bonus, en fait, hein, clairement. C'est plus léger que TanStack Query, j'en parle juste après. Globalement, en fait, ils ont sorti la première version, il n'y avait que des use query, donc on pouvait que récupérer de la data et pas faire de mutation dessus, ce qui était un peu contraignant, parce que quand notre utilisateur fait des actions, il y a des mutations. Et du coup, ouais, c'était un peu gênant. Donc, Si vous avez un petit site justement avec du SEO, etc., mais vous avez quand même besoin de quelques petits trucs API pour récupérer. Nous, on récupère des scores de match, etc. dans des endroits. mm. C'est pratique parce que c'est plus léger. Ouais, Mais là sur un site qui a besoin de SEO et tout, on a mis ça et on a juste à récupérer de l'info, donc ça suffit, pas besoin de TanStack Query. Et justement, pour enchaîner, TanStack Query, globalement, là, c'est production ready. là c'est production ready. Alors Il n'y oui, a pas les typages. il y a Donc, plus de non, code. c'est pas production Et il ready. n'y a pas le typage, c'est pas production ready. Globalement, vous vous dites, ouais, il y a plus de code. Mais non, mais c'est normal en fait, parce qu'au niveau de la développeur expérience, vous gérez beaucoup plus de trucs. TanStack Query et UseSWR sont des wrappers de promesses. Donc en gros, vous mettez dans votre query function une promesse, n'importe laquelle, ça peut être un fetch, ça peut être une donnée que vous demandez à l'utilisateur. Si je fais un nouveau Snapchat, que j'ai besoin de l'autorisation pour accéder à la caméra, c'est une promesse, vous la mettez dans un TanStack et ça vous gère le isError, le isSuccess, le isLoading, et ça c'est plutôt pas mal. Parce que du coup, la demande de la caméra va throw une exception si il dit non. Et du coup, là, Out of the box, loading, out of the error, box, on tout ça. récupère tout, on récupère même des fonctions de refetch, voilà, si on veut donner l'option à l'utilisateur de rafraîchir ses données. Il y a tout qui est inclus, vous n'avez rien d'autre à gérer, et vous gérez l'état de loading, l'état d'erreur, vous prévenez l'utilisateur et tout, non, ça c'est vraiment cool. C'est plus qu'un data fetcher, du coup, c'est ce que je disais. Déjà, c'est framework agnostique, hein, c'est la TanStack, donc il y a pour Angular aussi, il y a même un adapteur Angular, allez, je le glisse, même si, voilà, on a dit qu'on ferait pas d'Angular. Il y a pour Solid, enfin voilà. TanStack aussi, très souvent, il y a des DevTools qui accompagnent leurs outils. Et pour ce genre de choses, Et pour c'est ce genre de très trucs, c'est trop pratique. bien. Et là, ils sont vraiment chouettes parce que du coup, vous êtes sur votre page, il y a les DevTools, vous ouvrez le panneau et là, vous dites je simulerais bien mon état de loading. Je vais aller rajouter un slip de 100 secondes. Allez, pour le simuler. Non, 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 les DevTools, vous le font. Vous faites je veux que ce soit en état de loading et En état boum, vous d'erreur. profitez de ça. Vous voulez être en erreur, Vous simulez inversez l'erreur. pas votre if dans votre Vous site. n'avez pas besoin d'inverser des ifs ou d'écrire du code supplémentaire. Les DevTools, elles vous le font, elles vous simulent ce genre de choses pour vos queries. Et quand même, en termes de développeur expérience, ça, c'est assez dingue. Les DevTools aussi vous gèrent le cache, parce que TanStack Query, il y a du cache, je crois. Bah oui, ouais, on en parle à la fin. La communauté est quand même vachement puissante. Je vous ai dit, c'est un wrapper de promesses. Donc ça, c'est cool. Vous pouvez mettre toutes les promesses que vous voulez dedans. Et ça vous gérera l'état de loading et tout. Et enfin, il y a du cache. Et le cache, ça peut faire peur. Hein. As-tu pensé à vider ton cache, etc. Non, le cache de TanStack Query, on n'a jamais eu de problème. C'est du cache in memory. C'est tout con. Et c'est comme ça qu'il vous stocke en fait vos données. C'est basé sur une clé de cache. Et en fait, tant que votre clé elle est unique, vous n'allez pas avoir de problème. Pour ceux qui ont déjà fait du Apollo GraphQL, ils ont une gestion du cache, il est intelligent.
ce qui est très bien jusqu'au moment où vous avez un problème. Mm. Parce que là, si votre API GraphQL n'est pas exactement bien faite, bah, il va essayer de se marcher sur les pieds et vous allez passer des jours et des jours à débugger ce genre de petits bugs qui arrivent que de temps en temps. Ouais. Et donc là, ça va. Franchement, j'ai jamais eu de truc comme ça avec. Aussi, du coup, TenStack Query vous gère le offline. Il va savoir quand vous êtes en offline et du coup, bah, il va se mettre en pause. Il va pas s'amuser à faire les fetch si vous êtes offline. Et puis, il va recommencer une fois que le statut de offline revient. Ça, c'est vraiment pas mal. Pareil, vous pouvez, dans les DevTools, encore une fois, simuler le offline. Pas besoin d'ouvrir les DevTools et d'aller offline pour simuler ce genre de choses. Vous le faites dans les DevTools et c'est Et pratique. comme vous avez du cache, etc., après, vous pouvez faire de l'optimistic, update, etc. C'est vraiment agréable. Ouais, non, c'est très très chouette. Donc voilà, nous, on est parti sur TenStack Query, petite démo time. Ouais, Allez. juste vous montrer à quoi le starter ressemble une fois. Donc c'est sur la démo, c'est demo.start-ua.com. Encore une fois, ça reste un starter. Donc l'idée, c'est pas une app totalement où il y a toutes les fonctionnalités, mais il y a les bases des fonctionnalités. Donc c'est que le front aujourd'hui. Du coup, voilà, avec le login, je sais pas si laquelle j'ai, non, c'est bon, laquelle j'ai resté. Du coup, je vais avoir voilà, un exemple d'admin vraiment Ouais, bien, mais avec les petites choses de base qui va. globalement, ouais, l'historique derrière ça, en fait, pourquoi ça ressemble à un dashboard, c'est qu'en fait, on était frustré du back-office de JHipster. C'est pour ça qu'on a fait notre propre Un outil. starter Java. C'est un starter Java, et Couché clairement, par des ça se voyait développeurs côté Java. front. J'espère qu'il n'y a pas trop de développeurs Java, mais du coup, avec l'expérience utilisateur d'un développeur Java. Et du coup, c'est mappé sur JHipster pour le coup. Là, les données que vous voyez, c'est mappé sur des routes moquées dans notre côté serveur, là, mais c'est des routes JHipster, en fait, c'est le mapping JHipster. Donc en fait, Et ça par se branche. défaut, voilà, parce qu'on est quand même en 2023, par défaut, l'ensemble fonctionne du coup au moins de base. Vous pouvez commencer autre chose avec au moins, c'est responsive par défaut. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas en mode, oh, ça passe. Ouais, peut-être que. Non, ça Voilà. passe. Avec des petits trucs genre sympas, genre le dark mode, puisque Chakra gère le dark mode par défaut, donc il y est. Vous êtes Quasi obligé de rien le à faire garder de pour notre des côté. clients si vous voulez pas vous amuser, mais c'est pas très compliqué à maintenir. Et des petites choses simples, voilà, par exemple là, on a la version, on peut copier en fait. On a juste un petit script qui, lors du build, en fait, va donner le commit, l'heure de commit, etc. Ce qui permet aussi de demander, d'être sûr que le déploiement est bien passé avant de rager pendant des heures pour voir pourquoi il y a encore mon bug, etc. C'est tout con, hein, mais le client il dit ouais, j'ai un souci en pré-prod, ouais, d'accord, c'est quoi la version déployée, donne-la moi, et puis il nous donne le commit, et comme ça on voit si ça a été déployé ou pas. Hein. C'est tout con, hein, mais ça fait des différences. Voilà, il y a des petits, quand on est en dev, on a un petit bandeau qui nous dit un Mm. peu à la Gipster, le petit bandeau sur le côté qui nous dit sur quel environnement on est. Enfin, voilà, plein de petits trucs où en fait on en avait marre de faire à chaque projet ou d'oublier de le faire à chaque projet. Mm. Voilà. Et très orienté développeur expérience, c'est quelque Ouais. chose qui nous tient à cœur. Hein. Ouais. C'est- Et puis par défaut, bah, il y a un storybook qui est setup avec des petits composants en plus qui sont des surcouches par exemple par défaut. Donc Chakra c'est très bien, c'est composable. Donc pour faire une modale, par contre, c'est 20 lignes de code parce que bah, je peux faire la modale que je veux. Donc quand j'ai besoin juste de faire un confirme, bah, je peux faire juste un confirme avec juste là un composant qui s'appuie sur la composition mais qui va être plus simple. Et si jamais du coup j'ai envie de repasser sur un truc beaucoup plus composable, bah, je reprends l'élément Chakra qui vient avec un thème en fait aussi qui est déjà, voilà, là on voit le thème avec les couleurs, etc. Qui sont pas celles de Chakra parce que comme ça on voit comment les customiser en fonction du projet parce que souvent on va aller voir les customiser et des petites choses voilà, comme ça, voir l'exemple bah, des boutons qui sont des boutons, c'est un import depuis Chakra, mais on vient setup le thème déjà, donc il y a déjà un exemple de tout ça, comment je viens changer tous mes boutons d'un coup sans avoir à créer un wrapper de boutons en faisant les props, etc. Voilà, c'est vraiment, et ce setup storybook c'est toujours marrant, Ouais, donc ça fait gagner du temps. ouais, setup storybook, il y a toujours des soucis avec, donc là, au moins c'est setup, ça marche, et on a pu y toucher. Voilà. Et si Sauf lors des mises à vous jour. faites un peu de design, il y a aussi, ah bah tiens, je n'ai pas chargé ça. Il y a le starter aussi Figma qui vous donnera bah, les mêmes types de composants, mais dans Figma. Donc c'est pareil, il y a une bonne liaison entre les deux de base. C'est pas automatique, hein, mais c'est juste que vous partez sur des. Oui, parce que sur des bonnes. c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais en fait, StartUI, derrière, il y a la version web, version native et version Figma. Les designers vont faire leur travail sur Figma, Voilà. les développeurs récupèrent pour la version web et native, Et du coup, et hop, ça roule tout seul. voilà, on retrouve les bases de composants qui sont le même style. Et du coup, comme ça, je pars de la même base. Et puis si je modifie d'un côté, bah, après, j'ai juste à init mon projet et modifier dans mon code. Voilà. Donc, voilà un peu pour la démo. Et puis, juste les derniers petits trucs qui sont de base. Faire autrement. Ouais, globalement, bah, du coup, à chaque fois, on n'a pas envie de se taper la config quand on init un projet client. Donc, ESLint, Prettier marchent très bien ensemble, ça, il n'y a pas de souci, c'est configuré, ça marche. Et Husky qui va nous faire le linting et tout ça quand on commit push, Ouais, histoire de s'assurer de la qualité du code avant d'envoyer tout ça sur les environnements.
Voilà, donc pareil, ça vient avec les traductions, ils 18N, les outils de traduction. Il y a tout qui est traduit dans StartUI, il n'y a pas de souci Ouais. là-dessus. Il y a même le right to left. Il y a même le du right coup, to left qui est vous supporté, avez et chaque la- race supporte le right to left. Donc pareil, vous mettez une icône à gauche sur un bouton quand vous êtes en français, bah, en arabe, il sera à droite. Voilà, Truc c'est cadeau. marrant pour l'avoir fait, du coup, en arabe, les polices sont toutes petites, donc il faut bumper un peu la taille des polices en arabe, parce que sinon, bah, ça prend la même taille, mais en fait, comme les écritures sont très... Bah, en fait, les gens n'arrivent pas à lire. Du coup, il y a un petit bump de la taille du texte en version arabe pour que ça reste lisible. Mm. Voilà. C'est des trucs qu'on apprend sur le terrain. Il n'y a qu'en le faisant qu'on peut le savoir, celui-là. Parce que ne lisant pas l'arabe couramment, malheureusement. Ensuite, on a vu, on a Storybook avec tous les composants qui vont bien. En librairie de formulaire, on a Formiz, c'est une librairie de formulaire interne qui marche très bien. Qui est open source aussi. Qui est open source aussi, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Et puis, on a Cypress pour les tests. Voilà. Donc, Il va pareil, sortir. c'est Non. setup. Alors, du coup, Cypress, on va le On changer peut en parler après autour Voilà, d'une on en bière, parlera mais autour d'une bière. Cypress, on Mais peut le il est retirer. là, il est là. Il est là pour l'instant, mais il va plus être là. Il va plus être là, attends, parce que c'est Playwright à côté, on a l'impression de s'amuser, alors que Cypress, on a l'impression de souffrir. Pourtant, Ouais. c'était cool au début, vraiment, vraiment, c'était cool. Bon, Ouais, c'était Mais bon, là pour l'instant, il est là. Globalement, on a fait une petite CLI aussi pour init un projet. Donc voilà, _web pour la version web, _native pour la version React Native. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller regarder ça. Et puis, ça fait toujours plaisir. C'est open source. Globalement, voilà. N'hésitez pas à mettre des stars. Ça fait toujours plaisir. Voilà, Et du coup, l'idée du projet, c'est vraiment, c'est un starter pour nous, parce que ça nous permet, mais vous n'êtes pas obligé de le prendre et de commencer votre projet spécialement. Des fois, ça peut juste venir. Ils arrivent à configurer Storybook avec la dernière version de Next, comment ça marche? Ou avec la version de Chakra, etc. Bah, des fois, normalement, le repo est censé marcher à chaque coup. Qu'on ne commit pas des trucs qui ne marchent pas. Ouais, en fait, c'est vraiment un condensé de notre savoir-faire depuis quelques années sur l'écosystème. Et à chaque fois, en fait, on retrouve nos bonnes pratiques dedans. En fait. Toutes nos bonnes pratiques sont documentées dedans. Donc, ça nous permet aussi des fois avec un peu de décalage, parce qu'on les fait évoluer. Voilà, on n'a pas tout de suite, parce qu'on s'assure que ce qui est là, ça fonctionne en prod. Qu'on a au moins un petit projet qui a testé les trucs avant de mettre dessus. parce que sinon, c'est bien. On met un truc en se disant c'est génial. Après, il y a 4 personnes dans la boîte qui init le truc et il y a 4 personnes qui ont le bug et qui viennent me voir et dire bah, c'est marrant, mais ça marche pas. Donc en général, on essaye au moins de tester, de vérifier que un nouveau truc, on a une bonne idée sur un projet, on a besoin de répondre à un truc, on se dit bah ok, là ça marche et maintenant. Est-ce que c'est quelque chose de générique ou est-ce que non, c'est très spécifique? C'est générique, du coup, est-ce qu'on peut pas faire une version un peu plus polish et la mettre dedans, quoi. Voilà, donc merci de nous avoir écoutés. On espère qu'on n'a pas trop vexé les opinions différentes des nôtres. Du Java et de l'Angular, c'est pas mon problème. Voilà, donc ces différents starters. On tient à remercier notre entreprise aussi parce que c'est elle qui nous paye tout le déplacement et tout ça. Donc voilà, merci à elle. C'est elle qui permet de passer du temps sur le temps du boulot pour faire ça. J'ai eu beaucoup de jours internes dernièrement pour bosser dessus. Donc voilà, sans des boîtes comme ça, on peut pas avancer ce genre de projet. Donc c'est super cool. Donc voilà, merci Uber Studio. Et du coup, il y a un Discord, on essaye de le faire un peu, mais il y a les lives du coup tous les premiers vendredis. Ouais, c'est ça. Je suis pas forcément le meilleur animateur, mais on voit des bugs et c'est cool. Et suivez StartUI du coup sur Twitter, même si un jour c'est X, mais on va pas changer le logo, il est moche. Ouais. Et peut-être qu'un jour ça sera Blue Sky. Et voilà, parce que peut-être que du coup on annoncera peut-être des V2. Il y a des choses qui vont venir. Il y a des choses qui vont venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.